En France, jusqu'au XIXe siècle, les lois sur l'esclavage, appelées le Code noir, privaient les esclaves de tout droit. En France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les enfants travaillaient dans les mines, les usines et les champs dès l'âge de 5 à 6 ans. En France, jusqu'en 1944, les femmes n'avaient pas le droit de vote. En France, jusqu'en 1946, le code de l'indigénat, appliqué aux habitants des colonies françaises, les privait de leurs droits et permettait des arrestations sans procès. En France, jusqu'en 1981, la peine de mort était encore en vigueur. En France, jusqu'en 1982, l'homosexualité était toujours considérée comme un délit par la loi. Alors, la justice est-elle juste ? C'est peut-être l'une des questions que tout le monde se posera un jour dans sa vie. Mais plutôt que d'y répondre de manière simpliste, je vous propose une analyse plus approfondie, car derrière cette simple question se cache une complexité que vous ne soupçonnez peut-être pas, avec de nombreux paramètres à prendre en compte. La justice est l'un des piliers essentiels de toute société organisée. Elle veille à faire appliquer les lois et à protéger les droits, qu'ils soient individuels ou collectifs, mais aussi à sanctionner les infractions pour maintenir l'ordre et l'équilibre social. En théorie, elle repose sur des principes d'équité et d'impartialité, assurant à chaque individu un traitement égal devant la loi. Pourtant, dans la pratique, bien des questions subsistent. La justice est-elle réellement impartiale ? Prend-elle en compte toutes les situations de façon équitable ? Ces décisions sont-elles toujours objectives et en phase avec les réalités humaines ? Dans cet exposé, nous analyserons les fondements et objectifs de la justice, ses éventuels dysfonctionnements, les facteurs qui influencent ces décisions et enfin les pistes d'amélioration pour la rendre plus équitable. La justice est-elle toujours en accord avec la loi, la légitimité et la vérité ? La justice ne peut être juste que si le droit l'est également. Mais pour juger correctement, elle doit disposer de toutes les pièces pertinentes pour comprendre les circonstances dans leur globalité. C'est par le juge que la justice peut atteindre sa pleine justesse, à condition de disposer des éléments nécessaires pour éclairer une situation et en faire émerger la vérité, ou du moins la version la plus crédible, celle qui convaincra le juge à partir des pièces fournies. La justice, c'est un cadre. Sans cadre, c'est la dispersion et le hasard. Elle repose aussi sur un principe de dissuasion sous la forme de sanctions et de condamnations. La véritable justice ne peut être rendue que par des tiers neutres et impartiaux. C'est la seule manière d'éviter que les différends ne dégénèrent en règlement de compte, souvent nourris par la vengeance. Et la vengeance engendre toujours une chaîne de nouvelles vengeances, parfois sans fin. Le rôle de la justice est de pacifier la société, de réparer les souffrances et d'apaiser les relations humaines. Lorsque deux visions s'opposent, il devient indispensable de faire appel à un tiers qui écoutera les arguments des deux parties et tranchera en appliquant la loi. Mais alors, une loi est-elle injuste ? La loi est le seul repère commun qui permet de définir ce qui est juste. Elle vise à équilibrer la société étant conçue dans l'intérêt collectif. Et bien sûr, certaines lois ne satisferont jamais tout le monde. Et même si l'une des lois semble mauvaise, elle doit être respectée, car la transgression, c'est s'exposer à des sanctions. Il existe cependant une distinction essentielle entre ce qui est légal et ce qui est légitime.
La légitimité renvoie à ce qui est conforme au sentiment profond de la justice. Ce n'est pas parce qu'une règle figure dans la loi qu'elle est forcément juste. Mais grâce à des personnes engagées qui défendent leurs idées au sein des institutions, des lois sont créées, modifiées, remplacées ou supprimées. On ne peut parler de justice sans parler de loi. Et de loi sans parler de droit. Dans le langage géométrique, une droite est une ligne simple et directe qui désigne le chemin le plus court vers un but. Aller droit au but, comme on dit. En justice, aller droit vers la vérité, ou du moins vers l'histoire la mieux prouvée. Le droit évoque aussi la droiture, une notion liée au comportement, au respect des règles, à l'honnêteté, à la morale, claire et logique, qui ne permet pas la dispersion. Le droit est composé d'un ensemble de règles définies et référencées que l'on applique selon les circonstances d'une infraction. Ces règles sont la base sur laquelle on s'appuie pour agir ou s'abstenir dans la société, mais aussi dans son foyer. Tout ce qui est dans la société doit respecter les règles, le droit, la loi. C'est une obligation, un cadre que nous devons tous suivre. En dehors de cela, c'est l'anarchie, le désordre et la multiplication de la violence. Le droit est notre code commun qui régule notre sécurité collective. Mais il ne peut fonctionner seulement que si la majorité s'y conforme. Sans cela, c'est la violence, le chaos et la destruction. Comme à l'époque de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, où la loi du plus fort prévalait sur les plus faibles. Ainsi, la justice n'est pas simplement un ensemble de règles écrites en fonction de l'évolution de la société. Elle est également instaurée pour punir ceux qui nuisent à l'équilibre de cette société et de préserver, voire de restaurer la paix et l'ordre moral. Il n'en est pas moins que certaines lois sont absurdes. Par exemple, une loi au profit des squatteurs. Selon l'article 1242 du Code civil, un propriétaire est responsable des dommages causés par son bien, même en son absence. Cette responsabilité s'applique quelle que soit la situation légale de la personne victime du dommage. De ce fait, un squatteur peut porter plainte pour réparation si une défaillance du logement entraîne un dommage corporel. Et cette situation peut conduire à des décisions judiciaires incompréhensibles pour les propriétaires pourtant victimes d'une occupation illégale. Ou encore l'usage abusif du dispositif de surendettement. Le dispositif de surendettement, géré par la Banque de France, a pour but de protéger les personnes de bonne foi, confrontées à des difficultés financières majeures, perte d'emploi, divorce, maladie, etc. Il permet de rééchelonner et d'effacer des dettes pour éviter l'exclusion sociale. Cependant, ce dispositif comporte des failles importantes permettant à certaines personnes condamnées au civil pour des loyers impayés, des dégradations locatives, des dettes envers des artisans ou des particuliers, de se soustraire à leurs obligations. Je vous en donne un exemple concret. Un locataire est condamné par la justice à rembourser 10 000 € à son ancien propriétaire pour la dégradation de son logement. Ne souhaitant pas payer, il dépose un dossier de surendettement dans lequel il minimise ses revenus, gonfle artificiellement ses charges et cache la présence d'un co-occupant pour simuler une situation de grande précarité. Le problème est que le système repose essentiellement sur la bonne foi, car il n'y a aucune enquête de terrain, aucun contrôle, aucun croisement automatique avec les données fiscales.
CAF, impôts ou documents contractuels. Par conséquent, il obtient généralement l'effacement total ou partiel de sa dette malgré une condamnation judiciaire. Il existe aussi une différence de traitement très choquante entre des créanciers, qu'ils soient publics ou privés. Par exemple, l'article L711-4 du Code de la consommation exclut certaines dettes de toute procédure d'effacement, notamment les condamnations pénales, les fraudes aux prestations sociales et les dettes fiscales et amendes. Mais uniquement lorsqu'elles concernent l'État et les organismes publics. A l'inverse, une dette civile envers un particulier ou une entreprise, même issue d'un jugement et d'une condamnation, peut être effacée sans leur accord. Et les conséquences sont terribles. Le créancier, souvent un particulier, investit des années de procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, il gagne le procès, mais ne reçoit jamais la compensation qui lui est due. Et le débiteur peut recommencer la même stratégie chaque année en redéposant un nouveau dossier de surendettement. Cette situation soulève une profonde injustice systémique. Dans le cas présent, le débiteur est protégé parfois à tort et le créancier pourtant reconnu comme victime par la justice est abandonné. D'après vous, l'État protège-t-il encore les citoyens honnêtes? Pourquoi aller devant les tribunaux si une décision judiciaire peut être annulée par une simple procédure administrative? Est-ce une incitation à frauder, à dégrader, puis à se déclarer insolvable après une condamnation? Pour éviter cela, il faut exiger un contrôle renforcé des dossiers, obliger la vérification croisée des données fiscales, CAF, contrats de bail, etc. Exclure de la procédure de surendettement l'effacement de toutes les dettes issues d'une décision de justice. Mais alors, que se passe-t-il quand la justice se trompe? Quand elle n'est plus véritablement juste? Qui parmi nous peut légitimement se poser cette question? Très certainement une victime, celle ou celui qui a subi un drame, qui a dépensé des sommes importantes pour se défendre et qui a perdu un temps inestimable avec du stress. Cette personne peut et est en droit de s'interroger. A-t-elle été correctement défendue? Les intervenants, comme les avocats entre autres, ont-ils réellement donné le meilleur d'eux-mêmes? Et surtout, comment réparer équitablement? Comment être indemnisé justement? Car si les préjudices ne sont pas légitimement réclamés, les juges n'y répondront pas spontanément. En définitive, la justice doit être repensée en permanence. Le droit n'est pas immobile. Il se réforme, se discute et se remet en question. Et c'est grâce à cette dynamique que la justice peut espérer devenir véritablement juste, ou du moins s'en rapprocher. Quel est le lien entre le droit et la morale? Le droit et la morale sont deux piliers essentiels du vivre ensemble, mais ils n'ont pas la même fonction. Le droit est un ensemble de règles écrites, sanctionnées par l'autorité publique, dont la transgression entraîne des conséquences juridiques, amende et emprisonnement, entre autres. La morale, en revanche, est issue des convictions personnelles, religieuses, culturelle ou philosophique. Elle n'est pas imposée par la loi, mais par la conscience de chacun. Cependant, le droit s'inspire souvent de la morale. La plupart des grandes lois reposent sur des principes moraux fondamentaux
comme par exemple ne pas tuer, ne pas voler, ne pas nuire à autrui. Mais toutes ces normes morales ne deviennent pas des lois et toutes les lois ne correspondent pas nécessairement à la morale de chacun. Il existe donc parfois un équilibre entre ce qui est légal et ce qui est légitime, entre ce qui permet la loi, ce que permet la loi, et ce que dicte la conscience morale. Un exemple classique est celui des lois injustes dans des régimes autoritaires ou discriminants. Bien que légales, elles heurtent profondément la morale universelle en niant les droits humains ou en instituant des inégalités. L'histoire montre bien que des lois peuvent être légales mais également immorales. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir une réflexion constante sur la loi et de ne pas la considérer comme une vérité figée, mais comme une construction humaine perfectible. Alors, peut-on considérer la philosophie comme un outil d'amélioration du droit et de la justice? Eh bien, la philosophie est l'un des moyens essentiels pour remettre en question les anciennes règles, les moderniser ou les faire évoluer en les adaptant aux circonstances de notre époque. Elle permet de questionner, de mettre en perspective et de réfléchir sur le sens de la justice au-delà des règles établies. Grâce à elle, les sociétés peuvent progresser, dénoncer l'injustice et rendre le droit plus humain. Elle est le moteur de l'évolution juridique et morale. La philosophie joue un rôle fondamental dans l'évolution du droit et de la justice. Là où la loi applique des règles, la philosophie interroge leur fondement. Elle pousse à se demander pourquoi cette loi existe-t-elle? Est-elle toujours adaptée? Est-elle juste dans toutes les circonstances, dans toutes les situations? Par exemple, les philosophes comme Platon, Aristote, Rousseau, Kant ou Rawls ont longuement réfléchi sur la notion de justice, se demandant si celle-ci repose réellement sur l'équilibre, l'équité, le mérite. Leurs réflexions ont régulièrement influencé les systèmes judiciaires modernes et continuent d'alimenter de nos jours les débats contemporains. Grâce à la philosophie, on peut aussi remettre en question des lois obsolètes, inadaptées à l'évolution des mœurs ou des connaissances scientifiques. C'est souvent par des débats philosophiques relayés par des intellectuels, des associations ou des citoyens engagés que les sociétés progressent. Le droit n'est pas figé, il évolue en fonction des transformations du monde, aux nouvelles injustices et des attentes de justice sociale, écologique et technologique. La philosophie est donc ce regard critique indispensable pour préserver la dimension humaine de la justice. Elle nous rappelle que le droit ne doit pas être une machine froide, mais un outil au service de l'humain. La justice est-elle un idéal d'équité et d'impartialité? La justice est censée être le garant de l'ordre social et du respect des lois. Ses fondements reposent sur plusieurs principes essentiels. L'une des valeurs fondamentales de la justice est justement l'impartialité. Les juges doivent être neutres et statuer uniquement en fonction des faits et des preuves, sans favoritisme, ni préjugés. Dans les systèmes judiciaires modernes, des mécanismes existent pour garantir cette impartialité, notamment l'indépendance des magistrats. Cela passe, entre autres, par leur inamovibilité qui les protège contre les pressions politiques ou économiques. Mais alors, si les faits sont avérés par des preuves et qu'un individu est reconnu coupable, quelle sera la sanction? Pourrait-il subsister un doute sur le type
ou la durée de cette sanction? En réalité, cela dépend fortement de l'interprétation du juge, l'interprétation du droit, des faits, mais aussi du profil du prévenu, comme son passé judiciaire, une éventuelle récidive ou son comportement lors de l'audience. D'autres éléments peuvent également influencer cette décision, comme par exemple l'expérience professionnelle du magistrat ou même son vécu personnel. Concernant l'égalité devant la loi, chaque individu, quel que soit son statut social, son origine, sa religion ou sa richesse, doit être jugé selon les mêmes règles. Par exemple, en théorie, un milliardaire et un citoyen modeste doivent être traités de manière équitable face à une infraction similaire. Cependant, comme nous le verrons plus loin dans cette vidéo, cette égalité est parfois mise à mal. Enfin, la proportionnalité des sanctions vise à adapter les peines à la gravité des sanctions commises. Il existe des barèmes de peine destinés à assurer une certaine cohérence dans les jugements. Par exemple, une contravention pour excès de vitesse n'entraîne pas la même sanction qu'un crime grave. Cela garantit une logique dans les décisions judiciaires, mais toutefois, cette proportionnalité reste elle aussi soumise à l'appréciation du juge. Malgré ces principes théoriques, la justice est loin d'être parfaite. Elle repose sur des valeurs élevées, mais leur application concrète dépend de multiples facteurs humains, contextuels et institutionnels. Cela fait de la justice non pas une science exacte, mais un idéal vers lequel tendre. Alors, quelles sont les limites et les failles de la justice? Alors, bien que la justice vise l'équité, de nombreux éléments viennent en perturber l'idéal. Et cela nous amène à nous interroger sur sa réelle justesse. Par exemple, les inégalités sociales et économiques peuvent influencer la justice, car son accès n'est pas le même pour tous. Comme nous le savons, les personnes les plus riches peuvent s'offrir les meilleurs avocats, allonger des procédures pour épuiser l'adversaire ou encore assumer des frais judiciaires très élevés. Ce déséquilibre est particulièrement visible dans les affaires où des dizaines de milliers, voire des millions d'euros sont en jeu. Par exemple, l'emblématique affaire O.J. Simpson, ancien joueur de football américain, accusé en 1994 du meurtre de son ex-femme et d'un ami, a véritablement marqué les esprits. Ce procès extrêmement médiatisé a cristallisé les tensions raciales et divisé profondément l'opinion publique. La couverture médiatique massive et l'ambiance sociale de l'époque ont soulevé de graves doutes sur l'objectivité du jury. Et malgré des preuves accablantes, grâce à une défense extrêmement bien financée et accompagnée d'une stratégie juridique redoutablement efficace, il a été acquitté. La plupart des citoyens ayant une vie traditionnelle, c'est-à-dire un travail, une voiture, un crédit immobilier, des enfants à l'école, doivent souvent s'organiser tant bien que mal pour trouver un avocat. Ce dernier ne les dissuadera pas forcément de porter l'affaire en justice. Au contraire, même sans preuve à disposition, beaucoup leur donneront de l'espoir. Et bien souvent, la procédure peut durer des années, jusqu'à épuisement des recours possibles, de l'abandon, faute de moyens, ou de la volonté de l'une des parties. Il est important de comprendre que si vous ne fournissez aucune preuve à votre avocat pour défendre votre bon droit, n'étant pas un magicien, ce dernier ne pourra pas
ne pourra pas en inventer. Et en l'absence de preuves, il lui sera impossible de vous faire gagner. Puis, il y a les personnes en situation précaire qui disposent de moyens très limités pour se défendre. Elles doivent souvent se contenter d'un avocat commis d'office, débordé et parfois même moins impliqué. Certes, la justice prévoit des dispositifs d'aide, comme l'aide juridictionnelle, permettant aux plus démunis d'accéder à une défense adaptée à leurs faibles ressources. Mais en l'absence de véritable contrôle, ce dispositif louable est sujet à de nombreux abus. Par exemple, certaines personnes peuvent dissimuler leur réel patrimoine ou revenus afin de bénéficier d'aides indues. D'autres, profitant d'une prise en charge totale, peuvent abusivement intenter des procès sans risque personnel. En face, la partie qui se défend devra alors mobiliser ses propres ressources, parfois au prix de lourds sacrifices financiers, sans aucune garantie de remboursement. Ces inégalités peuvent malheureusement se répéter, notamment dans des affaires longues et sensibles, comme les litiges liés à la garde des enfants, où la procédure devient non seulement coûteuse, mais aussi émotionnellement éprouvante, durant parfois des années. Ainsi, malgré des principes d'égalité et d'impartialité, la justice reste inégalitaire dans son accès et dans ses moyens, souvent au détriment des plus fragiles. Quelle est l'influence des médias et de l'opinion publique sur la justice? Alors, dans certains cas, la justice peut être influencée par l'opinion publique et les médias, ce qui remet en question son impartialité. En France, les affaires peuvent exercer une influence directe sur les juges, les incitant à rendre des décisions plus sévères ou plus clémentes pour répondre à l'émotion collective ou à la pression de l'actualité. Un exemple historique marquant est l'affaire Dreyfus. À la fin du XIXe siècle, Alfred Dreyfus, officier juif de l'armée française, fut injustement condamné pour trahison. Dans un contexte fortement empreint d'antisémitisme et de préjugés, l'affaire a été profondément marquée par l'influence de la presse, les clivages politiques, sociaux et l'intervention d'intellectuels comme Émile Zola, par exemple. Après un long combat médiatique et juridique, Dreyfus fut finalement réhabilité. Cet exemple montre que même si la justice aspire à la neutralité, elle peut être influencée par des émotions collectives, des débats publics et la médiatisation, surtout dans les affaires très exposées. Cela soulève la question cruciale de la capacité des institutions judiciaires à rester imperméables aux pressions extérieures. Une loi peut-elle être injuste moralement? Il arrive que certaines lois, bien qu'adoptées dans le respect des procédures institutionnelles, soient perçues comme une injustice ou illégitimes sur le plan moral. Autrement dit, leur légalité ne garantit pas forcément leur légitimité. Par exemple, les lois de ségrégation raciale aux États-Unis avant 1964, ou encore le régime de l'apartheid en Afrique du Sud était parfaitement légal dans leur contexte respectif, mais profondément contraire aux droits humains fondamentaux. De même, en France, l'interdiction du droit de vote aux femmes jusqu'en 1944 constituait une discrimination institutionnalisée en excluant une partie de la population de la citoyenneté. Ces exemples montrent qu'une loi peut être conforme au droit, tout en étant contraire aux principes d'équité, d'humanité ou de morale universelle.
C'est pourquoi il est crucial de ne pas considérer la loi comme une vérité absolue, mais comme une construction humaine, évolutive et parfois contestable. La loi peut-elle être biaisée ou favorisée par certains groupes? Oui, il existe également des lois qui, bien que légales, soient rédigées de manière à favoriser certains groupes sociaux, politiques ou économiques, souvent au détriment de l'intérêt général. On pense notamment à certaines niches fiscales qui offrent aux grandes multinationales la possibilité de réduire fortement leurs charges fiscales en utilisant par exemple des mécanismes d'optimisation mis à leur disposition. Des entreprises telles que Total, Sanofi ou encore Apple, Google et Amazon sont régulièrement cités parmi les exemples les plus emblématiques. De plus, les groupes d'influence ou lobby jouent un rôle majeur dans l'élaboration des lois. Dans de nombreux pays, des secteurs comme l'industrie pharmaceutique ou agroalimentaire exercent une pression politique importante pour faire adopter des réglementations favorables à leur intérêt. Un autre exemple est le crédit d'impôt recherche, le CIR. Ce dispositif vise à encourager l'innovation en permettant aux entreprises de déduire une partie de leurs dépenses en recherche et développement de leurs impôts. S'il est légitime dans son principe, il bénéficie surtout aux grandes entreprises qui disposent des moyens pour en tirer pleinement profit, contrairement aux petites structures souvent écartées du dispositif faute de ressources ou d'expertise. Ainsi, même si ces lois sont parfaitement légales, elles peuvent renforcer les inégalités économiques et sociales. Ce décalage entre l'égalité et justice sociale alimente un sentiment d'injustice dans la population et remet en cause la légitimité de certaines décisions politiques ou judiciaires. Alors, la loi peut-elle être dépassée ou inadaptée? Avec le temps, les sociétés évoluent, mais la loi ne suit pas toujours au même rythme. Certaines règles juridiques deviennent alors obsolètes, voire contraires aux nouvelles normes sociales ou scientifiques. Par exemple, l'interdiction de l'homosexualité en France, abrogée seulement en 1982. Cela illustre bien le décalage entre la loi et une société qui peu à peu évoluait vers plus de tolérance et de respect des différences. De même, face à l'urgence climatique, de nombreuses lois environnementales sont préjugées insuffisantes, car elles ne répondent pas à la gravité de la situation. Bien que certaines mesures aient été mises en place, elles sont souvent trop timides, trop tardives ou freinées par des intérêts économiques. La loi, bien qu'officielle, peut donc perdre sa légitimité lorsqu'elle ne répond plus aux besoins réels de la société. Une loi peut-elle être appliquée de manière inéquitable? Même lorsqu'une loi est juste dans son formulaire, son application peut s'avérer injuste selon le contexte, selon l'interprétation du juge ou des moyens de la personne concernée. Par exemple, deux personnes ayant commis le même délit peuvent recevoir des peines très différentes en fonction de la qualité de leurs avocats, de leur situation financière ou encore de leur statut social. Une personne aisée pourra encourager un avocat expérimenté, tandis qu'une personne en difficulté devra se contenter d'un avocat commis d'office, souvent débordé. Autre exemple frappant.
un individu peut se voir infliger une peine de prison pour un petit délit comme la vente de produits contrefaits, tandis que des dirigeants d'entreprises responsables de fraudes financières massives, qui ont mis en péril des milliers d'emplois, échappent souvent à toute incarcération grâce à des failles ou des stratégies juridiques longues et complexes. En théorie, tous les citoyens sont égaux devant la loi, mais dans les faits, cette égalité est loin d'être toujours respectée. Une loi peut-elle être légale dans un régime autoritaire? Alors, dans les régimes autoritaires, une loi est dite légale dès lors qu'elle est adoptée selon les procédures en vigueur dans ce système. Même si ce système est répressif ou injuste, si par exemple le chef de l'État détient tous les pouvoirs, une loi qu'il promulgue devient automatiquement légale, même si elle restreint gravement les libertés fondamentales. Dans ce contexte, les institutions traditionnelles comme le Parlement, la justice et les médias sont souvent sous contrôle. Par conséquent, il n'y a aucun contre-pouvoir pouvant réellement s'opposer à une loi injuste. Par exemple, le procès de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Nelson Mandela n'a pas été condamné pour avoir commis des crimes, mais pour avoir osé défier un régime injuste. Sa condamnation de 27 années d'emprisonnement était légale selon les lois de ce régime, mais profondément injuste au regard des principes universels des droits humains. Son histoire nous rappelle qu'une loi peut être légale sans être légitime, surtout dans un régime où la justice est instrumentalisée par le pouvoir politique. Et c'est bien parce que la légalité ne suffit pas que la légitimité morale et humaine doit rester une exigence fondamentale. Alors, que se passe-t-il quand un juge ou un intervenant de la justice n'est pas neutre, impartial ou en situation de conflit d'intérêts? Un conflit d'intérêts survient lorsqu'une personne en position de responsabilité, par exemple un juge, risque de rendre un jugement biaisé en raison d'un intérêt personnel, affectif, financier, idéologique ou relationnel. En d'autres termes, le juge a un intérêt autre que la stricte application de la justice. Dans ce cas, il ne peut plus garantir l'impartialité qui fonde la crédibilité du système judiciaire. Même s'il pense pouvoir rester neutre, le simple fait qu'un lien personnel ou d'influence existe peut suffire à altérer la perception de son impartialité et donc à entacher la légitimité de sa décision. C'est pourquoi on applique le principe de précaution judiciaire. Aucune justice ne doit être rendue par un juge en situation de conflit d'intérêts. Alors, quelles sont les conséquences d'un conflit d'intérêts non déclaré? Eh bien, le jugement peut être annulé, le juge peut être sanctionné et surtout la confiance du public dans la justice peut être sérieusement remise en cause. Si un lien est avéré entre un juge et une partie au procès, le juge a l'obligation de se dessaisir spontanément de l'affaire. À défaut, l'une des parties peut demander sa récusation en motivant sa demande. Si elle est acceptée, un autre magistrat sera alors désigné pour reprendre le dossier. Alors, pourquoi est-ce important? L'impartialité est le fondement de toute décision juste. Un juge en lien personnel ou affectif avec un prévenu pourrait même inconsciemment faire preuve de clémence ou au contraire, selon les circonstances, d'une excessive sévérité. Cela vaut aussi dans le contexte particulier du champ politique.
où il est difficile pour un juge de ne pas avoir un avis préalable sur une figure politique, du fait de ses idées, de sa notoriété ou d'une tension sociale qu'elle suscite. Par exemple, l'affaire judiciaire impliquant le Rassemblement national en 2025 en est une illustration. Sans remettre en cause le fond du dossier, la condamnation partielle à l'inéligibilité de Marine Le Pen, figure politique majeure, soulève des interrogations sur l'impartialité réelle du traitement de l'affaire. Dans ce contexte, bien que la décision repose sur des éléments de droit, elle apparaît comme politique plutôt que strictement judiciaire. Ce qui remet en question la légitimité de cette condamnation. Cela souligne à quel point l'apparence d'impartialité est cruciale. La justice ne doit pas seulement être juste, elle doit aussi en donner l'image. Au passage, laissez-moi vous présenter une série de livres que j'ai écrites spécialement pour vous, intitulée « Ne me croyez pas ». Il s'agit d'une collection de 4 ouvrages aux thématiques très variées qui dévoilent une facette de la réalité de notre monde que vous ne soupçonnez peut-être pas. Cette série est richement illustrée, en couleurs, et vous y découvrirez une multitude d'informations qui, je l'espère, nourriront votre réflexion. Vous avez donc le tome 1, Liberté, surpopulation et décadence 2020-2120. Le tome 2, Covid-19, la manipulation française. Le tome 3, Justice, l'intérêt d'un ordre mondial. Et le tome 4, Des règles pour un monde meilleur. Avec un bonus, un scénario dramatique. Ces livres sont disponibles dans vos librairies en ligne préférées. Et si vous en avez la possibilité, je serai ravi de lire vos retours sur les sujets qui vous auront le plus touché, surpris ou même dérangé. Pour reprendre le sujet « La justice est-elle juste ?», nous allons continuer les questions. Et la dernière, enfin l'une des dernières, c'est la loi doit-elle se questionner? La loi est l'un des piliers fondamentaux de toute société organisée. Elle encadre la vie collective, protège les droits, punit les abus, mais elle n'est ni infaillible ni figée. Elle peut être injuste, partiale, inadaptée ou mal appliquée. C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir la questionner, la débattre et si nécessaire la réformer. Une loi juste est une loi qui protège sans discriminer, qui garantit les droits fondamentaux, comme la liberté, l'égalité, la dignité humaine, et qui évolue avec la société. Or, dans un contexte politique, notamment dans des régimes autoritaires, la loi peut devenir un outil d'oppression tout en restant techniquement légale. Par exemple, elle peut restreindre la liberté d'expression, réprimer l'opposition politique, contrôler la presse et la justice. Dans certains cas, la loi perd sa légitimité morale, car elle ne vise plus le bien commun, mais la préservation du pouvoir en place. Quel est le rôle du droit international? Face aux dérives de certains États, le droit international constitue un cadre supérieur basé sur des principes universels.
Des textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, les traités internationaux ou encore les conventions de Genève fixent des limites aux actions des États, même souverains. Si un régime autoritaire signe ces textes, mais les viole par ses lois internes, il se met en infraction vis-à-vis du droit international, même si cela ne modifie rien sur son territoire en l'absence de contrôle réel. En théorie, le droit international vise plusieurs éléments. Premièrement, protéger les droits humains, même contre les lois injustes. Deuxièmement, encadrer les relations entre États. Et troisièmement, prévenir les conflits et juger des crimes majeurs comme les génocides et les crimes de guerre, entre autres. Et enfin, quatrièmement, encourager la coopération mondiale, notamment dans les domaines de l'environnement, du commerce ou de la santé. Cependant, en pratique, le droit international ne dispose pas toujours des moyens pour empêcher les abus. Un pays peut violer des règles, provoquer une guerre ou commettre des crimes sans être immédiatement sanctionné. La justice internationale dépend encore fortement des équilibres géopolitiques et des décisions tardent souvent à être appliquées. Alors, quelles sont les erreurs judiciaires et leurs conséquences? Une justice humaine est obligatoirement faillible. Des erreurs judiciaires peuvent condamner à tort des innocents, parfois pour des crimes graves, en ruinant leur vie. Ces erreurs judiciaires peuvent alors avoir des conséquences dramatiques, des années de prison, une réputation détruite ou encore une vie brisée. Elles sont souvent causées par des témoignages faux ou biaisés, des enquêtes malmenées, des préjugés, de la pression médiatique et heureusement les avancées scientifiques comme l'analyse ADN ont permis de réhabiliter certaines victimes de ces erreurs, tout simplement. C'est par exemple le cas de Patrick Dils en France, condamné en 1989 à l'âge de 16 ans pour un double meurtre qu'il n'avait pas commis. Après 15 années de prison, il a été innocenté grâce à de nouvelles preuves. Cela prouve bien que la justice peut commettre de graves erreurs. Et si les intervenants de la justice étaient en partie à l'origine des erreurs judiciaires? Les erreurs judiciaires peuvent avoir un impact considérable sur le déroulement d'une procédure. Dans une justice organisée par l'homme, il est illusoire d'espérer la perfection. Pourquoi? Parce que pour obtenir la vérité judiciaire, tout un écosystème humain est mobilisé. La justice, ce n'est pas seulement les tribunaux et ceux qui y travaillent, non. Bien au-delà des magistrats, c'est en réalité toute une chaîne de personnes qui œuvrent à l'extérieur pour reconstruire les faits et la vérification des preuves, à la recherche de la vérité. Il y a bien sûr les acteurs judiciaires directs, mais il y a aussi les forces de l'ordre, les enquêteurs, les experts, les scientifiques, ainsi que tous les intervenants extérieurs ou indirects. Parmi eux, on retrouve les témoins, les victimes,
les lanceurs d'alerte, les journalistes d'investigation, les travailleurs sociaux, les éducateurs et bien d'autres encore. Bien que chacun de ces intervenants puisse commettre une erreur, l'idéal serait de s'entourer de professionnels plus responsables, moins motivés par l'argent et soumis à de véritables mécanismes de contrôle. La justice n'a pas droit à l'erreur, surtout lorsqu'elle touche à la vie humaine. Pourtant, cette justice est dirigée par des hommes et des femmes, avec leur sensibilité personnelle, plus ou moins limitée, susceptible d'altérer volontairement ou involontairement l'accès à la vérité. Chaque intervenant, ou du moins chaque acteur du système judiciaire, peut devenir un pollueur d'informations malgré lui. Le plus grave, c'est que ces informations, même erronées, servent souvent de base à une décision de justice. Et bien malgré eux, les magistrats, induits en erreur, rendront des jugements fondés sur des éléments infondés. Dans tous les domaines de la justice, certains intervenants, attirés par l'argent ou le pouvoir de décider du sort d'un individu, peuvent déformer une situation. Cela est particulièrement inquiétant dans le domaine de l'enfance, où les preuves ne sont pas toujours indispensables. Parfois, une simple lettre rédigée par une personne mal intentionnée ou guidée par une intuition erronée vis-à-vis d'une famille peut suffire à déclencher l'intervention des services de protection de l'enfance. Une fois cette machine enclenchée, il devient extrêmement difficile pour les parents comme pour les enfants d'en sortir, même en l'absence de toute anomalie. Initialement, ces intervenants sont censés établir un état des lieux objectif. Et bien que, dans de nombreux cas, leur action permette de sauver des enfants réellement en danger, il arrive aussi que des familles parfaitement saines soient victimes d'analyses erronées, voire totalement infondées. Une procédure peut alors se déclencher sur la seule base d'un rapport biaisé rédigé par un professionnel dont l'objectif n'est pas toujours la vérité. Trop souvent, certains de ces intervenants jouent les justiciers. Faute de percevoir de véritables anomalies au sein d'une famille, au lieu de reconnaître qu'il n'y a rien à signaler, ils préfèrent parfois inventer des histoires à charge pour justifier leur intervention et faire perdurer les procédures. Ce faisant, non seulement ils brisent l'équilibre de familles entières, mais ils participent aussi à l'engorgement des tribunaux. L'erreur est humaine, mais lorsqu'elle est volontaire, ce n'est plus une erreur. Cela peut venir d'un gendarme ou d'un policier persuadé de bien faire, qui commet une grave erreur et cherche ensuite à la dissimuler. D'un avocat qui ne défend pas sérieusement son client, d'un médiateur qui oriente la discussion, oubliant son devoir de neutralité, d'un psychologue ou d'un psychiatre qui rédige un rapport de 10 pages, par exemple, après un simple entretien de 5 minutes, d'une assistante sociale ou d'un éducateur malveillant, ou encore
d'une institutrice qui produit un signalement préoccupant, fondé sur un simple désaccord parental, donnant lieu à une enquête menée par les éducateurs, parfois malhonnêtes, capables de nuire durablement à une famille. En l'absence d'une véritable institution indépendante, capable de contrôler efficacement les rapports d'expertise en corrélation avec la réalité, les erreurs judiciaires ne pourront être évitées. Alors, comment rendre la justice plus juste? La justice est un pilier de la démocratie. Pourtant, elle n'échappe pas aux critiques. Lenteur, inégalité, erreur ou encore suspicion de partialité. Pour qu'elle soit réellement au service des citoyens, plusieurs réformes profondes peuvent être envisagées afin d'en améliorer l'équité, la transparence, l'efficacité et l'impartialité. Je vais ainsi vous donner 4 séries d'arguments. En 1, lutter contre les abus, les manipulations et garantir l'intégrité du système. Alors petit a, il convient de contrôler rigoureusement l'attribution de l'aide juridictionnelle accordée aux personnes se déclarant précaires, mais qui ne le sont pas forcément, afin d'éviter les fraudes ou les abus. Petit b, il serait juste que la partie perdante rembourse les frais juridiques de la partie gagnante, afin de rétablir l'équité, de limiter les procédures abusives et d'encourager un usage responsable de la justice. Petit c, un organisme indépendant devrait être chargé de vérifier la concordance des rapports avec la réalité rédigés par les intervenants judiciaires, psychologues, assistants sociaux, éducateurs et experts, entre autres. Notamment dans les affaires familiales, afin d'éviter les présentations biaisées, mensongères ou exclusivement à charge qui ont des conséquences dramatiques sur les familles. Petit d, des contrôles inopinés pourraient être effectués dans les cabinets d'avocats suspectés d'avoir manqué à leur devoir de conseil ou de ne pas avoir étudié leur dossier avec le sérieux nécessaire, notamment envers les personnes vulnérables. Petit e, toute falsification ou dissimulation de preuves par un professionnel du droit devrait entraîner des sanctions exemplaires incluant une interdiction définitive d'exercer à vie. En 2, garantir une justice de qualité, lisible, accessible, pédagogique, équitable et compréhensible pour tous. Alors petit a, il convient de simplifier les procédures et de proposer des outils pédagogiques comme des tutoriels ou des guides thématiques rédigés en langue claire qui permettraient aux citoyens de mieux connaître leurs droits et de comprendre les conséquences auxquelles ils peuvent être confrontés. En quelque sorte, des conseils version tuto pour les nuls. Petit b, la médiation et les modes alternatifs de résolution des conflits doivent être encouragés tout en assurant un contrôle régulier des dossiers par des instances indépendantes afin d'éviter toute erreur d'appréciation ou d'interprétation susceptible d'influencer l'issue de la décision finale des magistrats. Car, sans aucun contrôle, comment avoir la certitude que le dit intervenant n'a pas menti ou commis une erreur d'appréciation envers l'une des parties? Petit c, la formation continue des magistrats, avocats et policiers est essentielle et doit être obligatoire pour prévenir les discriminations, garantir un traitement équitable et maintenir
un haut niveau de compétence. Petit d. Les avocats commis d'office doivent bénéficier d'une formation renforcée afin de défendre efficacement les plus démunis. Petit e. Permettre une analyse statistique anonyme des décisions de justice afin de détecter les écarts de décision incompréhensibles entre tribunaux ou magistrats. Petit f. En cas de désaccord entre la première et la deuxième instance, créer obligatoirement une troisième instance pour trancher de manière définitive. Petit g. La modernisation numérique des procédures permettrait de fluidifier les échanges et de gagner en efficacité. Petit h. La justice devrait être intégrée dans les programmes scolaires afin de sensibiliser les jeunes, dès le plus jeune âge, au fonctionnement et au rôle de la justice dans la société. Petit i. Pour protéger la présomption d'innocence, toute communication publique sur une affaire en cours devrait être interdite, sauf si elle s'appuie sur des enregistrements vidéo officiels, des audiences en ligne, afin d'éviter toute mauvaise interprétation susceptible de nuire prématurément aux intérêts du présumé innocent. Petit j. Tout magistrat en début de carrière devra être associé en binôme durant les 2 premières années de chaque nouveau poste occupé, afin de limiter les erreurs de jugement. Petit k, enfin, pour que la justice soit équitable pour tous, toute sanction financière infligée à un citoyen comme une amende ou une condamnation doit être proportionnelle à ses revenus. L'amende devrait être calculée en pourcentage et non fixée à un montant uniforme. Car pour une personne très riche, cette amende n'aura aucun effet dissuasif. En 3, garantir l'impartialité des secteurs judiciaires. Alors petit a, garantir une neutralité absolue des magistrats dans les affaires à dimension politique en veillant à une réelle indépendance idéologique. Petit b, les décisions judiciaires doivent être protégées de l'influence des médias et de l'opinion publique afin de garantir des débats sereins. Petit c, enfin, toute forme de pression politique, économique, idéologique susceptible d'influencer certaines juridictions ou institutions doit être fermement combattue. En 4, accroître la transparence et restaurer la confiance. Petit a, ouvrir les audiences au public, y compris de vidéos en ligne via un canal dédié afin de sensibiliser les citoyens, renforcer la compréhension du système judiciaire et agir de manière dissuasive contre les dérives. Petit b, les jugements anonymisés devraient être publiés dans une base de données publique comme Légifrance par exemple, dans un langage clair, en permettant à tout citoyen de consulter des décisions similaires à son cas. Petit c, créer des organismes indépendants chargés d'évaluer les pratiques judiciaires, les délais de traitement et les disparités entre tribunaux. Petit d, mettre en place des espaces de dialogue réguliers entre citoyens, avocats et magistrats pour améliorer la qualité du service judiciaire. Et enfin, petit e, la création d'une plateforme citoyenne permettrait de signaler les lois perçues comme inadaptées ou injustes et favoriser ainsi un véritable dialogue démocratique du droit permettant aux citoyens de se sentir impliqués plutôt que de se retrouver devant le fait accompli. En conclusion, la justice
dans son idéal, incarne l'équité, l'impartialité et la recherche de la vérité. Elle est censée garantir les droits de chacun, protéger les plus vulnérables et sanctionner ceux qui menacent l'ordre commun. Pourtant, à la lumière de nombreux exemples historiques, sociaux et philosophiques, il apparaît que la justice n'est pas toujours à la hauteur de ses ambitions. Elle peut être influencée, biaisée, inégale, voire injuste. Ce paradoxe réside dans la tension constante entre le droit et la morale, entre la légalité et la légitimité, entre la théorie et sa mise en pratique. Une loi peut être conforme à la règle tout en étant contraire à l'éthique. Un jugement peut être prononcé dans le respect des procédures tout en laissant un sentiment d'injustice. Et c'est précisément dans cet écart que naît le doute. Mais ce doute n'est pas une faiblesse. Il est le moteur nécessaire pour repenser, améliorer et faire évoluer notre système judiciaire. Car la justice n'est pas une vérité figée, mais une construction humaine perfectible. À travers la réflexion philosophique, l'engagement citoyen, les débats publics et les réformes concrètes, la justice tend vers davantage d'équité. Ainsi, poser la question « la justice est-elle juste ?» revient à admettre ses limites sans renoncer à ses promesses. C'est reconnaître qu'elle est à la fois nécessaire et imparfaite, mais surtout qu'elle mérite d'être questionnée pour mieux être défendue. Car une justice véritable ne se contente pas d'appliquer la loi. Mais avant de nous quitter, il me vient une nouvelle pensée. Et si au final, la seule justice vraiment juste ne pouvait être rendue que par l'intelligence artificielle? Il arrive qu'une même affaire donne lieu à deux décisions opposées, selon qu'elles soient jugées en première instance ou en appel. À verdict différent, une question surgit. Qui du premier ou du second juge a véritablement saisi la vérité? Si la justice humaine peut se contredire, si des innocents peuvent être condamnés, si des décisions varient d'un tribunal à un autre, peut-on encore parler d'une justice pleinement juste? Faut-il envisager une troisième instance obligatoire en cas de désaccord entre les deux premières? Ou faut-il déléguer une partie du pouvoir judiciaire à une intelligence artificielle? Les êtres humains ne sont pas parfaits. Chacun agit avec ses qualités, ses limites, mais jamais avec une objectivité absolue. Quelle que soit la profession exercée, ébéniste, chauffeur de bus, plombier, maçon, politicien, secrétaire, instituteur, infirmier, commercial, médecin ou encore magistrat, nul est exempt d'erreur. Mais en faisant preuve de concentration ou en fournissant le maximum d'efforts pour donner le meilleur de nous-mêmes, nous restons imparfaits. C'est le propre de l'homme. C'est pourquoi l'intelligence artificielle pourrait avoir un rôle précieux à jouer dans le domaine de la justice. Bien sûr, certains resteront méfiants face aux décisions d'une IA. Pourtant, après des tests concluants et des expérimentations réussies, son usage pourrait progressivement se généraliser. La question demeure, la France sera-t-elle pionnière en la matière ou un autre pays prendra-t-il les devants? Entre un algorithme capable d'analyser des millions de données en quelques secondes et un juge humain potentiellement influencé par la fatigue, les émotions ou un simple mal de tête, la machine pourrait apparaître comme une alternative plus fiable.
Mais l'idéal résiderait dans une collaboration équilibrée. L'IA apporterait sa neutralité et sa puissance d'analyse, tandis que l'humain veillerait à la justesse finale en y insufflant l'empathie et les nuances que la technologie ne peut à ce jour reproduire. Grâce à sa capacité à lire des milliers de pages, à comparer des jurisprudences, à évaluer des éléments de preuve avec rigueur, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à réduire les biais, les inégalités de traitement et les erreurs judiciaires. Elle offrirait des décisions plus uniformes, plus cohérentes et surtout vérifiables. Cependant, déléguer le jugement à une machine soulève des interrogations majeures. Comme par exemple, peut-on programmer la compassion, l'intention, le doute raisonnable? Ou peut-on demander à un algorithme de juger avec humanité? Face à une masse de données souvent très complexe, une intelligence artificielle pourrait traiter les informations avec une efficacité et une rapidité impressionnantes. Elle serait capable d'élucider de nombreuses affaires avec un degré d'objectivité inédit et de rendre des décisions probablement plus justes, proportionnées aux circonstances et de manière uniforme sur l'ensemble du territoire. Ainsi, l'erreur humaine serait limitée. Dans ce contexte, et pour rester légitimes, ces décisions finales seraient toujours validées et encadrées par un magistrat humain. Car si l'IA peut calculer, seule la conscience humaine peut réellement juger. Alors, pour finir, les lois sont-elles toujours justes? La réponse est non. Mais ça, nous le savions déjà. Bien qu'elles soient censées garantir l'équité et l'ordre, les lois peuvent parfois se révéler injustes, inadaptées ou discriminatoires. Le monde évolue, la société évolue, et les lois évoluent également en s'adaptant aux nouvelles problématiques qui nous entourent. Mais alors, si les juges ne font qu'appliquer la loi avec interprétation, qui crée la loi? En France, la loi naît d'un processus parlementaire complexe mais fondamentalement humain. Dans un premier temps, c'est le gouvernement qui présente un projet de loi avec les députés. Les textes sont examinés, débattus, votés, corrigés, parfois contestés, pour être finalement adoptés. Une fois promulguée par le président de la République, la loi est publiée au journal officiel. Au final, cette nouvelle loi sera à la disposition des magistrats, prête à être appliquée. Ainsi, la justice est le fruit d'un enchaînement de volontés humaines. Elle n'est jamais figée, elle avance, tâtonne et se remet toujours en question. Et peut-être qu'un jour, grâce à l'intelligence artificielle, la justice évoluera vers une équité plus constante, sans jamais perdre ce qui fait sa véritable force, l'humanité dans le jugement.